20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Tout de suite, les titres. Les 4 agents du ministère de l'Environnement arrêtés en Gambie ont été libérés. En ligne avec nous dans ce journal, Sori Kaba, directeur des Sénégalais de l'extérieur, pour apporter des précisions sur cette libération. Une recrudescence des cambriolages hante le sommeil des habitants de Liberté 6 Extension. En moins d'une semaine, plusieurs braquages ont été commis. Dernière en date, ce week-end, un commerce visé s'est vu subtiliser sa caisse d'un montant de 15 millions de francs CFA. Après une pause de 8 ans, l'administration renoue avec la mise en place des commissions administratives paritaires. Plus de 65 000 fonctionnaires sont appelés à choisir leurs représentants au niveau de ces commissions. Les élections qui démarrent ce 20 avril sont organisées par la fonction publique. Enfin, à Touba, chauffeurs et transporteurs en veulent aux responsables de la nouvelle gare routière. Ils lui reprochent d'avoir livré une infrastructure inachevée. Nos correspondants sur place nous en disent plus avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Rebonsoir à toutes et à tous. Un dénouement donc heureux pour nos 4 compatriotes arrêtés en Gambie. Ils auraient été libérés. En ligne avec nous pour nous en dire plus, Sori Kaba, directeur des Sénégalais de l'extérieur. Bonsoir, monsieur Kaba. Oui, bonsoir. Alors, les agents du ministère de l'Environnement ont finalement été libérés. Peut-on savoir dans quelles conditions? Je vous remercie. Et comme vous l'avez dit, un dénouement heureux. Nous rendons grâce à Dieu et félicitons vivement notre ambassadeur à Banjul qui s'est encore distingué avec célérité, mettant en œuvre les instructions du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, faisant de sorte que nos compatriotes soient libérés suite à une détention qui remonte à la semaine dernière. Je pense que c'est l'occasion de dire que notre ambassadeur, encore une fois de plus, a prouvé que pour davantage que nous lui ferons confiance, nous aurons encore davantage de résultats par rapport à l'ensemble des questions qui se posent au Sénégal. Et je pense que toute l'opinion était aujourd'hui suspendue à cette situation en Gambie. Alors, monsieur Kaba, on sait qu'avant ces 4 agents du ministère de l'Environnement, une première équipe de 3 Sénégalais avait été arrêtée, toujours sur le territoire gambien. Est-ce que vous avez réussi à obtenir la libération de cette personne ou avez-vous tout simplement réussi à obtenir la libération des agents du ministère de l'Environnement? Oui, non, je pense que là, il s'agit des agents du ministère de l'Environnement qui étaient précisément au nombre de 3, dont une Camerounaise et un guide qui était le fils du maire de Nianing. Et d'ailleurs, c'est le maire de Nianing qui est allé les chercher pour qu'ils passent leur première nuit aujourd'hui dans la commune de Nianing afin de rejoindre demain Dakar, Inch'Allah. Donc, la situation par rapport à ces compatriotes-là, il faut le reconnaître, était juste liée au fait qu'ils ont été à un mauvais moment, à un temps donné de leur travail. Ils n'étaient pas partis en Gambie pour autre chose, si ce n'est qu'en mission de leur ministère dans le cadre d'une étude qui concernait l'étendue du territoire national. Et malheureusement, cette étude a été bloquée. Mais je pense que là, dès lors que... Vous comptez quand même faire quelque chose pour ces 3 autres Sénégalais qui ont été arrêtés? Vous faites allusion à quel autre Sénégalais? L'équipe de 3 premiers Sénégalais qui a été arrêtée. Indépendamment des 4 agents du ministère. Apparemment, vous n'êtes pas au courant. Non, je ne suis pas au courant de ce dossier-là. Bien, je vous remercie en tout cas d'avoir apporté des précisions, dénouement donc heureux pour nos 4 compatriotes arrêtés en Gambie. Et nous restons justement à la ligne frontalière entre le Sénégal et la Gambie, une ligne en grande partie caractérisée par une absence de signalisation, des manquements qui peuvent engendrer des cas de dépassement de limites comme celui de ces Sénégalais en ce moment qui ont été arrêtés puis libérés en Gambie comme vous venez de l'entendre. C'est un sujet signé Abdoulaye Diallo.
En sus de leur porosité, le cas de la limite des frontières du Sénégal est très délicat. Sur des centaines de kilomètres de frontières, l'on ne trouve point de signaux matérialisant le tracé qui sépare le Sénégal de ses pays voisins. Seulement à quelques endroits où l'on peut trouver des bornes indiquant la frontière. Les frontières ne sont que de très simples tracés. C'est-à-dire entre deux pays, la frontière n'est pas quelque chose de vécu concret. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'entre le Sénégal et il y a la frontière à partir de là où on a mis des limites de façon très concrète pour qu'on puisse identifier exactement où s'arrête tel territoire et où commence tel territoire. Cela veut dire que la question des frontières, c'est justement des tracés physiques qui, généralement, ne laissent pas apparaître une certaine réalité. Ce qui fait qu'un Sénégalais qui quitte le Sénégal pour aller en Mauritanie peut aller jusqu'à être sur le sol mauritanien sans se rendre compte. Les populations qui vivent de part et d'autre des bandes transfrontalières partagent les mêmes espaces de vie et la même culture. Pour eux, cette frontière n'est que de nom. À Saré-Koubé, par exemple, un village de la commune de Médina El Hadj qui abrite une borne indiquant la frontière, cette dernière est implantée au milieu du village. Un étranger qui arriverait dans ces milieux aurait besoin de l'aide des populations locales pour s'en sortir. Et essayez de vous promener le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, à partir de Médina Yoro-Foulah, ou bien entre le Sénégal et la Guinée-Bissau à partir de Salicénié. Généralement, il y a des lieux où tu ne peux même pas te rendre compte. Le Sénégalais peut aller jusqu'à être en Gambie sans savoir que je suis en territoire Gambie. Regardez dans le cas de la coupe du bois. Un Sénégalais pensant être au Sénégal pour couper du bois dans la forêt, qui pour lui est une forêt qui est dans le territoire sénégalais, alors que dans cette même forêt, il y a une partie qui appartient au territoire. Donc c'est juste pour dire qu'il y a cette absence de signaux qui aujourd'hui, s'il y avait ces signaux, s'il y avait ces limites physique, je pense qu'on ne pourrait pas vivre ces genres de problèmes. Il faut comprendre une chose, entre deux pays qui partagent les mêmes peuples, on ne peut pas construire des frontières, on ne peut pas mettre des fils barbelés, sinon c'est entraver même les droits de l'homme. Hormis la matérialisation des lignes frontalières, nos États doivent davantage travailler pour favoriser une meilleure circulation des personnes et des biens. Retour à Dakar, direction le quartier Liberté 6 Extension, secoué par une série de cambriolages. En moins d'une semaine, plusieurs maisons et boutiques ont reçu la visite de voleurs, des malfaiteurs qui ont encore frappé ce week-end, emportant du coup la caisse d'une boutique, une valeur estimée à 15 millions de nos francs. Iboukan, Tierno Laurent Mendy se sont rendus sur les lieux. Reportage. Dans ce quartier de Liberté 6 Extension, l'insécurité est le sentiment le mieux partagé. Depuis quelques jours, la localité reçoit fréquemment la visite de cambrioleurs. La dernière en date est survenue dans la nuit de dimanche à lundi dans cette boutique. Ils sont venus, on peut dire même arraché la porte quoi. Parce qu'il y avait des cadenas et tout, ils ont tout enlevé et ils ont amené ça. On ne sait même pas s'ils ont les clés ou bien, mais ils ont amené les cadenas, ils sont rentrés, tu vois, ils sont rentrés, ils ont tout pris. La désolation se lit sur le visage de cette dame, sœur du propriétaire. Le préjudice subi n'est pas des moindres, nous dit-elle. Il y avait entre 15 à 20 millions. On n'a pas pu tout calculer parce que, voilà, on commençait petit à petit, donc c'est parti comme ça. En l'espace d'une semaine, pas moins de 2 maisons et 2 boutiques ont été cambriolées par des voleurs qui opèrent dans le secteur. Ce monsieur est un gardien d'une maison cambriolée dans le coin. Il nous retrace le film du forfait. Ils sont 4 personnes avec une arme, un pistolet. Comme nous avons une arme, ils étaient 4 personnes armées de coupe-coupe et de pistolets. Et vu que moi et un de mes camarades, nous n'étions pas armés, nous sommes allés au camp Sekoumbalo pour demander du renfort. Le gendarme que nous avons trouvé sur place nous a demandé de retourner et qu'il allait nous suivre. Mais une fois revenus, 2 hommes surveillaient la maison au moment où les 2 autres opéraient à l'intérieur. Nous sommes retournés au camp Sekoumbalo pour que les gendarmes viennent, mais il était trop tard. Les voleurs étaient déjà partis, emportant avec eux une télé-écran plat. Plusieurs plaintes ont été déposées contre X aux gendarmeries de la Foire et du Front de Terre. Mais en attendant de tirer cette série de vols au clair, les populations, elles, demandent plus de sécurité. Demain, 20 avril, sera un jour crucial pour l'administration sénégalaise. Plus de 65 000 fonctionnaires en activité sont appelés à élire leurs représentants aux commissions administratives paritaires. Un scrutin d'un grand enjeu pour les agents de l'État dans la mesure où il va leur permettre d'élire leurs représentants au niveau de ces commissions. Les dernières élections en date pour le choix des délégués dans les CAP remontent à 8 ans. Aminata Mbaresso.
C'est une élection qui est réservée spécialement aux fonctionnaires sénégalais. Ils votent pour choisir les délégués qui doivent siéger dans les commissions paritaires et disciplinaires. Cette élection est régie par la loi 66-33 du statut général des fonctionnaires. Ces élections consistent à élire les représentants des personnels au niveau des commissions d'avancement, les avancements au choix. Puisque après 2 années, le fonctionnaire qui est bien noté a droit à la promotion. La dernière élection remonte à 2004. 12 ans après, les syndicats des différents secteurs d'activité de la fonction publique compétissent pour obtenir le maximum de membres. Si aussi un fonctionnaire, disons, il doit être traduit devant le conseil de discipline, donc ce sera, disons, un jugement par les pairs, ce qu'on peut dire. Alors c'est ceux aussi qui représentent, disons, les travailleurs au niveau de ces collèges qui donc statuent sur, disons, les sanctions à proposer. Dans l'enseignement, on peut citer la liste de l'UDEN, la coalition dirigée par le Sud-Est, le QSEMS ainsi que le syndicat des inspecteurs, entre autres. Dans le secteur de la santé, seul le SUTSAS postule. Ce qui est décrié aujourd'hui, c'est les lenteurs administratives au niveau des avancements des enseignants. Si ces CAP fonctionnent normalement, toutes les 3 années, l'administration va organiser des élections. Et toutes les années, les commissaires au CAP vont se retrouver avec l'administration vraiment pour faire jouer l'avancement au choix, au bonheur vraiment des fonctionnaires qui ont besoin quand même de se mouvoir par rapport à la mobilité, c'est quelque chose. Dans les normes, cette élection doit se tenir tous les 3 ans, même si la dernière en date remonte à 2004. Les enjeux de ces élections sont énormes. Elle permet aux différents syndicats de peser leur poids, mais également d'être plus crédibles au niveau des différents travailleurs de la fonction publique sénégalaise. Allez, nous parlons éducation à présent avec cette baisse de niveau constatée dans le cycle primaire selon une étude du programme Djangando. Nombreux sont les élèves de l'élémentaire qui ne savent plus lire. Dans les établissements que nos reporters ont visités, eh bien, les enseignants imputent cette situation aux nombreuses réformes du système éducatif. Reportage à l'école Wagunyai HLM, Fatima Ba, Tcherno Laurent Mendy. Rama va à l'école avec sa cousine. Si cette écolière se débrouille bien en lecture, ce n'est pas le cas pour son camarade. Rama va. Et ils sont nombreux à ne pas savoir lire dans cette classe. Le maître donne des explications. On le reconnaît. Et je dirais, c'est dans tout le système éducatif sénégalais. Aujourd'hui, dans ce système, on sait qu'il y a beaucoup de réformes, pour ne pas dire de réformettes, de changements, parce que globalement, la lecture, on parle de déchiffrage. Il y a des élèves qui ne disposent même pas de carnet de lecture. Un autre problème, les enfants ne sont pas suivis à la maison, ajoute cet enseignant. Aujourd'hui, dans les maisons, les enfants sont exposés devant un petit écran et c'est des innocents. C'est des films, c'est des clips, c'est du théâtre. Un parent qui n'est pas averti, parfois, pour se libérer de son enfant, va devant la télé. Pour ce parent d'élève, beaucoup de facteurs justifient cette tendance, la conjoncture parmi les causes. Au Sénégal, on a notre culture. Les tâches étaient bien réparties au sein de la famille. La maman est restée souvent à la maison, le papa allait au boulot pour avoir de quoi nourrir sa famille. Actuellement, tous les 2 parents sont dehors. Les enfants, quand ils reviennent de l'école, ils ne trouvent personne. Quand je suis là, j'essaie de gérer. Le niveau est bas dans le cycle primaire au Sénégal. Le constat a été fait par le programme Djangando. Éducateurs, répétiteurs et parents d'élèves sont appelés à plus de responsabilités. Du 3 au 12 mai prochain, Dakar abrite un forum sur l'enseignement supérieur. Ce salon, 3e du genre après Chypre et la Malaisie, a pour objectif de promouvoir les services de l'enseignement supérieur dans les pays membres de l'OCI. Et pour en savoir plus, je vous propose d'écouter justement Marita Ounian, le ministre de l'enseignement supérieur. Il est au micro de Fatou Bintou Conté et Maudou Diop. Le choix de notre pays par l'OCI pour abriter cet événement
loin d'être fortuit, est certainement motivé, entre autres, par le fait que notre pays dispose d'un système éducatif performant et compte parmi les meilleures universités en Afrique de l'Ouest et accueille une communauté importante d'étudiants étrangers. On considère qu'il y a autour de 10 000 étudiants étrangers au niveau de notre pays, qui proviennent de toute l'Afrique, du Maghreb à l'Afrique centrale, à l'Afrique de l'Est, à l'Afrique australe, d'Amérique, d'Europe. Ce projet rentre dans le cadre du plan Sénégal émergent, tel que voulu par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Ce salon est donc une suite de la confiance placée en notre pays par la communauté internationale. Il sera le 3e, après le premier organisé en Chypre du Nord en 2011 et le 2e organisé en Malaisie en 2015. Il a pour objectif de promouvoir les services de l'enseignement supérieur dans les États membres de l'Organisation de coopération islamique en général et ceux de la République du Sénégal en particulier. Matam lance un SOS pour sauver ses enfants. Depuis près d'un an, il n'y a plus de pédiatres dans les hôpitaux de la 11e région. Une situation insupportable et dont les conséquences sont désastreuses pour la santé des tout-petits. Ali Bandalion. Un centre multimédia, une bibliothèque de plus de 10 000 livres et un foyer socio-éducatif. Ce sont là, entre autres, sites qui abritent le nouveau centre culturel et polyvalent de Kanel. Une réalisation d'un fils de la localité, actuel consul de français de la vallée du fleuve. Ouvert au public, plus particulièrement aux élèves de la capitale du Damga, la réalisation de ce centre s'ajoute aux nombreuses actions de développement pour l'émergence de Kanel. La région de Matam constitue l'une des régions où le taux de malnutrition est très élevé, le ratio de décès maternels est très élevé. Heureusement que l'hôpital compte maintenant 2 gynécologues, un à l'hôpital de Ourossogui, un à l'hôpital de Matam. Mais pour ce qui concerne le pédiatre, jusqu'à présent, c'est le statu quo. L'absence notoire du pédiatre dans toute la région, le manque de personnel paramédical est aussi décrié par les syndicalistes de Matam. Effectivement, c'est un problème que le syndicat a toujours fustigé au niveau de la région. Le manque de spécialistes, mais aussi le manque de personnel paramédicaux. Pour ce qui concerne les infirmiers, aussi bien qu'au niveau de l'hôpital de Ourossogui, au niveau de l'hôpital de Matam, mais surtout dans les postes de santé. Même si les pouvoirs publics tentent tant bien que mal à relever les plateaux techniques des hôpitaux de Matam et de Ourossogui, force est de reconnaître que le sous-effectif infirmier, des sages-femmes et des médecins spécialistes constitue de grandes contraintes dont souffrent encore les populations de la région. Coup de gueule des chauffeurs et transporteurs de Touba. Ils pestent contre leurs difficiles conditions de travail et accusent le responsable de la nouvelle gare routière d'avoir livré une infrastructure inachevée. Si rien n'est fait, ces transporteurs promettent de saisir les autorités de la ville sainte, notamment le khalife général des Mourites. Nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. À Morolan, c'est une affaire de divagation de bétail qui a fait monter la tension entre agriculteurs et éleveurs. Les deux camps se rejettent la faute, une situation qui a fini par installer un climat délétère au point où la mairie a demandé l'implantation urgente d'une brigade de gendarmerie pour éviter tout débordement. Une correspondance signée Charanta Diop et Saïla Tire. Après la sortie des éleveurs de Morolan qui s'étaient plaints de l'application de taxes non conformes à la loi contre leurs troupeaux, c'est au tour des agriculteurs de cette localité de donner les versions des faits et d'accuser leurs adversaires de tous les crimes. Ce facilitateur estime que beaucoup de jeunes de la localité et des personnes du 3e âge sont victimes des coupes-coupes des éleveurs. Chaque fois, ils sont avec leur coupe-coupe. Alors, il suffit de dire quelque chose, de brancher ou alors d'intervenir par rapport à tel ou tel. Et là, ils passent pour couper. Et là, c'est vraiment affreux. Et même la nuit,
Des fois, tu quittes vers 20h, 19h30, 20h, tu quittes. Le lendemain, tôt le matin, tu arrives dans les champs, tu trouves que le champ est déjà dévasté. Pour dire que c'est la nuit déjà qu'ils font presque tout le forfait. Ce vieux nous raconte qu'il a été agressé par des éleveurs. Mandal, Poligno m'a agressé. Ils m'ont trouvé dans mon champ en train de récolter. Un jeune a sorti un coupe-coupe. Regardez, mes 2 doigts ont été sectionnés. Les autorités municipales de Morolan attirent l'attention de l'opinion sur la récurrence du vol de bétail et demandent l'érection d'une brigade de gendarmerie. Les voleurs, même dans les concessions où les gens s'évertuaient à élever même le petit bétail, ils avaient même des difficultés à les conserver. Nous, en tant qu'autorité au niveau de la commune, on s'est rabattu sur la presse pour dénoncer ce qui se passe, pour même réclamer une brigade de gendarmerie. La tension était vive entre éleveurs et agriculteurs de Morolan au point qu'Ismaël Sow, le président national des éleveurs, a effectué une descente sur le terrain pour baisser la tension. À présent, cette information relative à l'usage des cartes nationales d'identité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique rappelle aux responsables des banques, établissements financiers et autres organismes publics et privés tels que les structures universitaires, scolaires et hospitalières que la durée de validité des cartes nationales d'identité numérisées a été prolongée jusqu'en fin 2016 et selon le communiqué du ministre de l'Intérieur, la carte même expirée conserve toute sa valeur et continue de garantir tous les avantages. 1976-2016, voilà 40 ans que le village SOS Enfants existe. Le centre d'accueil au service de l'enfance et de la famille a organisé une série de festivités pour marquer l'événement. El Hadj Mansour Mbaye, président des communicateurs traditionnels et le parrain de cette 40e édition, les pensionnaires de l'institution humanitaire lui ont fait part de leur doléance, celle de recevoir la visite du couple présidentiel. Le parrain, qui a par ailleurs remis une enveloppe d'1 million aux pensionnaires, s'est engagé à transmettre le message au chef de l'État. Un reportage signé par Faraning et Mamardien. À l'occasion de la célébration de ses 40 ans, le village SOS d'enfants a fait un plaidoyer fort. Les pensionnaires du centre souhaitent la visite du couple présidentiel. Les premières dames comme Colette, Elisabeth et Viviane venaient souvent dans ce centre. Mais depuis l'accession de Macky Sall au pouvoir, l'actuelle première dame, Mme Faisal, n'est pas encore venue nous voir et s'enquérir de notre situation. Nous sollicitons votre voix pour accéder à la première dame. Un message qui sera transmis aux concernés. Le parrain et l'Hadj Mansour Mbaye comptent relayer leurs vœux. On va remplacer Colette, remplacer Elisabeth. Je vous promets de transmettre le message à la première dame. Et si les autres l'ont fait, je sais qu'elle fera de même pour aider le centre. L'hôte du jour du village SOS a promis d'apporter sa contribution d'une valeur de 1 million pour l'épanouissement des enfants. Le village d'enfants SOS Dakar, le premier au Sénégal, a été créé en 1979, d'abord pour les regrouper en orphelinat. Finalement, il s'est dit qu'il faut beaucoup plus qu'un orphelinat pour ces enfants et c'est ainsi qu'il a eu l'idée de créer des villages d'enfants SOS. À la grande surprise du parrain, l'une des 14 maisons du centre a été baptisée Kër Mam El Hadj Mansour Mbaye. En marge de cette cérémonie, El Hadj Mansour Mbaye s'est félicité de l'appel à la réconciliation entre le pouvoir et l'opposition, un appel lancé par son petit frère El Hadj Mbaye Père et que lui-même président des communicateurs traditionnels a réitéré en invitant le président Macky Sall à renouer le dialogue avec l'opposition. Je vous propose de l'écouter, toujours au micro de Pape Faraning. Article 35 de la Constitution, Senghor de Bob Fidjogé, Premier ministre est remplacé. J'ai toujours œuvré dans ce sens pour un rappel avec l'article 35 de Senghor qui faisait d'Abdou Diouf son successeur. J'avais dit à l'époque le président de prôner le dialogue avec Abdoulaye Wade pour la stabilité du pays. Diouf avait nommé Ousmane Ngom, Idriss Seck et Wade dans le gouvernement. Je dis au président Macky Sall, le tout-puissant a déjà tout fait pour lui. Donc il doit tendre la main aux opposants. Et je félicite El Hadj Mbaye Père de cette initiative.
Lutte contre le terrorisme en Afrique. Cher Tidiane Gadio préconise une mutualisation des forces spéciales africaines. L'ancien chef de la diplomatie sénégalaise plaide en faveur d'une solide coalition capable de résister et de mettre en place de bonnes stratégies de défense. Cher Tidiane Gadio s'exprimait en marge d'une visite de proximité en France. Je vous propose de l'écouter. Aucun pays africain pris individuellement, y compris les géants de l'Afrique, comme le Nigeria, ne peuvent régler seul le problème du terrorisme. Quand les États-Unis d'Amérique, la première puissance militaire du monde, forment une coalition de 62 pays pour lutter contre le terrorisme, le Sénégal, le Mali, le Niger, etc., le Nigeria pris séparément ne peuvent pas prétendre lutter contre le terrorisme sans mutualiser leurs forces, sans coordonner les renseignements, coordonner leurs efforts. Et j'ai même proposé qu'on aille vers la forme des forces spéciales panafricaines, basées dans un même pays, avec le même entraînement, bien équipées, et des forces capables d'organiser la riposte de nos États. Parce que malheureusement, on est dans une posture où on reçoit les coups, et on n'a pas encore monté le dispositif qui nous permet aussi de gérer ce genre de situation et d'organiser la riposte. La lutte contre le terrorisme va reposer d'une autre façon la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le mépris culturel, n'est-ce pas, et la lutte contre l'économie criminelle. Nous poursuivons avec Cher Tidiane Gadio, interrogé sur la position de sa formation politique au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Eh bien, le leader du MPCL n'a pas été des plus bavards. Cher Tidiane Gadio avoue tout de même qu'au sein de son parti, la question autour d'un départ ou d'une cohabitation divise encore et toujours. Il prévoit donc d'organiser de larges concertations pour trancher une fois pour toutes la question. L'actualité internationale, elle nous mène tour à tour en Afghanistan où un attentat suicide a fait une 30aine de morts à Kaboul. Ensuite, nous nous rendrons au Bénin où l'on a enterré la hache de guerre entre Yahi Boni et Patrice Talon, le tout nouveau président de la République. Mais d'abord, partons pour le Mali où on note encore une vive tension entre forces étrangères et les populations à Kidal. Je vous disais donc que l'actualité internationale, c'est 3 titres dans cette édition. Elle nous mène tour à tour en Afghanistan, au Bénin, au Mali, où des forces étrangères et populations se sont affrontées à Kidal. Apparemment, nous avons de petits soucis techniques. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. C'est aussi ça les aléas du direct. Le journal est à présent terminé. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn.